Ngalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Vous l'avez compris, les dessous des cartes d'abord, votre rendez-vous qui vous permet de comprendre l'actualité en RDC et dans le monde. Les non-dits, Jean-Marie Kassamba vous le dévoile, vous le présente justement de manière claire et objective. Bonjour Jean-Marie Kassamba et bienvenue. Bonjour. Alors l'actualité est un tout petit peu abondante. On va commencer par cette visite de la sous-secrétaire d'État intérimaire des États-Unis qui va être reçue incessamment par le chef de l'État. Les enjeux de cette visite. On parlera également de l'actualité au Sahel. Le Niger qui voit les taux se resserrer autour de lui. Est-ce que le pays va s'en sortir? On ira en Russie pour parler du conflit russo-ukrainien. Commençons par les débuts. La sous-secrétaire d'État qui vient en RDC et qui, en amont de sa visite, était annoncée par l'ambassadrice américaine au chef de l'État. Elle vient faire quoi ici? Bon, d'abord, j'aimerais rendre hommage à la veuve de Simaro Massia. Je viens d'être informé qu'elle nous a quittés ce matin. Maman Jeanne Mbolé. Mbolé dont Simaro a consacré énormément de chansons. Son mari s'est éteint il y a quelques années à peine et elle a vécu le veuvage jusqu'à ce matin où elle nous a quittés à l'hôpital Saint-Joseph. C'est Artiste en danger qui a transmis l'information. Nous attendons dans les heures qui vont suivre les témoignages de sa famille et de beaucoup de veuves des artistes et musiciens qui peuvent témoigner également la compassion pour Maman Mbolé qui vient de partir. Père son âme va rejoindre effectivement son chéri de mari, le grand poète Lutumba Simaro. Que dire de la diplomate américaine qui est venue chez nous depuis hier et qui sera reçue par Félix Tshisekedi tout à l'heure, président de la République? Tout simplement, c'est de la reconfiguration. C'est tout simplement du lobbying, mais aussi une certaine panique dans le chef de l'Occident vis-à-vis de beaucoup de pays d'Afrique. Vous savez qu'il y a une forte pression sur notre pays lorsqu'il y a eu le sommet russe-Afrique. Normalement, le président de la République devait y être. Les équipes d'avance étaient déjà parties, il avait tout préparé. Il fallait même d'ailleurs faire un saut à Kiev et puis aller plus à Saint-Pétersbourg. Il a renoncé et il a préféré déléguer Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été très actif, ça il faut le dire, là-bas en Russie. Mais il y a une espèce de panique dans le chef de l'Occident par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que, effectivement, nous sommes un pays géostratégiquement très important. Le basculement de la RDC dans le camp, on va dire, soit 100% chinois, soit 100% russe, ou aller tout simplement dans le BRICS, ça va redéfinir la carte du monde. Pourquoi? Parce que les matières premières que nous avons ici conditionnent la transition économique, la richesse du monde, mais aussi le contrôle mondial. Nous ne sommes pas la République centrafricaine. Vous voyez qu'avec un peu de diamant, un peu d'or, la France est en train de paniquer par rapport à la République centrafricaine parce que quand Wagner est arrivé, on a poussé la France dehors. Nous ne sommes pas non plus le Mali, même si effectivement il y a du pétrole qu'on a découvert au Mali, beaucoup de pétrole, on en parlera tout à l'heure, et beaucoup d'or.
Mais nous sommes la RDC. Et donc, la guerre froide s'est jouée ici, en RDC. Mobutu a été très important pour les Américains parce que depuis 1960, Mobutu a été placé aux côtés de Lumumba, d'abord à la table ronde de Bruxelles, pour infiltrer qui allait diriger la RDC, ou plutôt les Congos d'alors, après les indépendances. Une fois qu'ils sont revenus au Congo, Mobutu était le pion de la CIA et avait complètement phagocyté tous les cadres qui étaient là. Mobutu était secrétaire de Lumumba, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le mois de septembre 1960, Mobutu a fait le premier coup d'État sous l'égide CIA. Il a profité d'une crise. Oui, c'est-à-dire que peut dire que c'était préparé. Kasavubu et Lumumba, il y avait un peu de la distraction comme d'habitude. Et les Américains ont dit, neutraliser un peu tous ces beaux mondes. Mobutu les a neutralisés, et Kasavubu et Lumumba. Mais comme il n'était pas encore prêt, on va dire psychologiquement, politiquement, c'était un jeune militaire, il n'était même pas colonel, je pense qu'il était colonel, lieutenant-colonel. Les Américains lui ont dit, vous patientez un tout petit peu. Mais quelques mois plus tard, c'est Mobutu qui a mis en place ce qu'on avait appelé à l'époque le gouvernement des commissaires généraux. Les commissaires, c'était les Tshisekedi, les Momboko, tous ces jeunes étudiants à l'époque, c'est du campus, de l'Ovanium, d'autres qui venaient de Bruxelles. Ce sont ces gens-là qui ont été recrutés par les Américains pour contrôler et gérer le pays face à cette pression russe de l'Union soviétique d'alors. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1965, Mobutu, cette fois-ci, le 24 novembre, il fait le coup d'État et c'est lui qui a géré pendant une quarantaine d'années le pays. Pourquoi? Parce qu'il était soupape anticommuniste ici en RDC. Il y avait à Brazzaville ici l'Union soviétique, le communisme avec les Sassou Nguesso, le Marien Ngouabi, etc. Il y avait en Angola ici les communismes avec à l'époque Savimbi. Savimbi était le pion des Américains. C'était d'abord l'MPLA, okay. Dos Santos, celui qui était là avant le Dos Santos, etc. Et donc, il y avait au Mozambique. Donc, tous les Suds, là, c'était que le communisme. Et donc, il y avait les Américains qui étaient en Afrique du Sud, Mobutu qui était ici, et qui jouait sous pape de sécurité anti la montée et le contrôle surtout. Là, on ne voulait pas que la Russie, ou plutôt l'Union soviétique, contrôle l'uranium, les matières précieuses de la reine du Zaïre de l'époque, etc. Les gens qui ont toujours dit Mobutu était un grand président, oui, bien sûr, il était un grand président, mais il avait le contrôle du pays, mais Mobutu a été seulement soutenu par les Américains pour empêcher que le communisme ne contrôle pas, l'Union soviétique ne contrôle pas ici. C'est pour cela qu'on lui autorisait tout, Mobutu. Inga, facilité par notamment les Occidentaux, le crédit. La plupart des grands travaux qui ont été faits ici, c'est facilité par ces gens. En 1978, lorsque Mobutu était attaqué, la fameuse guerre, qui a sauté sur Kolwezi? Les para-français, la Légion étrangère. Ce qu'on appelle, c'était un peu du Wagner, un peu français. Les mercenaires, on les appelle. Oui, mais Mobutu, on leur a donné beaucoup de mercenaires. D'abord pour faire la guerre au niveau des Kisangani, pour faire la guerre anti-Moulélé. On lui a donné des mercenaires. On vantait toujours la DSP oui, et les autres gardes. Oui. La DSP a été confortée un peu plus tard, dans les années 70-80, lorsque Mobutu a constitué, comme toutes les gardes républicaines, une division d'élite, comme notre GR d'aujourd'hui, qui a été mise en place par Joseph Kabila, qui aujourd'hui c'est une armée d'élite, enfin une unité, on va dire une portion de l'armée assez bien équipée, entraînée, etc. La DSP c'était la même chose, aujourd'hui la GR c'est la même chose. Et donc, cette GR-là de l'époque, la DSP, elle a fait quelle guerre? Une guerre au Tchad. C'était quand même un corps d'élite qui a fait quelques incursions ici au Rwanda, par exemple, au Burundi. Mais Mobutu n'avait pas de menaces sérieuses. Les menaces que Mobutu a pu avoir
C'était les gendarmes katangais qui étaient où? En Angola. Et comme l'Angola c'était communiste, et donc on ne pouvait pas accepter que les gendarmes katangais puissent prendre le contrôle. Mais ils ont quand même ils ont pris Moba, ils ont pris Kassanji, ils ont pris beaucoup de coins à l'Est à l'époque. Et Mobutu n'a pas pu ni têter l'intervention des Tchadiens, des Marocains, des Français. Et donc, toute proportion gardée, Mobutu ni têter les soutiens des Américains n'allait pas aussi tenir pendant autant d'années, parce que c'était la guerre froide, effectivement, c'était la guerre entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous voyez l'ambassadeur américain, comment il s'appelle, Mike Hammer, s'agiter, c'était pour encore dire à Félix Tshisekedi, attention, vous avez un pays stratégique, on va vous soutenir, comme la bonne dame dit toujours, le partenariat stratégique avec les Américains, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que Félix Tshisekedi, en 5 ans, a gagné, a pu avoir des Américains? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Sur le plan militaire, on n'a pas eu d'équipement nécessaire pour en finir avec les Rwandais. Et Dieu sait combien il y a des multinationales, notamment américaines, qui sont là-bas, à l'Est, qui soutiennent Kagame, qui livrent des armes à Kagame, la formation à Kagame, etc., etc. Il suffit tout simplement que les Américains tapent du poing sur la table, Kagame s'arrête. Ils ne l'ont pas fait. Sur le plan même, je dirais, des équipements pour notre pays, on a levé, soi-disant, la notification. Le régime de notification. Oui, enfin, ce qu'on a appelé l'embargo, etc. Mais on nous empêche, à vrai dire, d'acheter des armes. Avec des manœuvres parfois malicieuses, voilà, non, vous devez tracer vos équipements, on doit savoir ça va où, etc. Mais s'il faut faire ceci, toutes les armes qu'on envoie en Ukraine, cher ami, jusqu'aujourd'hui, qui les trace? Est-ce qu'on sait où est-ce que ça va? Ça sert à qui? Etc. Absolument pas. Il y a même des détournements là-bas. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de détournements. Ces armes sont revendues par les Ukrainiens ailleurs, parfois même détournées. Les Russes en ont détruit quelques-unes. Mais les Américains ferment les yeux, ils continuent à fournir. Et chez nous, on ne le fait pas. On empêche même des gens qui peuvent nous vendre ces armes d'une manière un peu directe. Vous prenez les cas des Chinois, on dit non, ne livrez pas les Turcs, non, ne livrez pas à la RDC, ça va tomber entre les mains incontrôlées, etc. Mais toutes les armes qu'on avait fournies, notamment aux gens qui ont attaqué Kadhafi, qui l'ont tué, etc., ce sont ces armes-là qui sont maintenant dans les Sahel, etc. Et donc la dame, elle est venue tout simplement dire au président Tshisekedi, d'abord merci de n'avoir pas été en Russie, et surtout ne répondez pas aux sirènes. Donc officiellement, le président de la République avait été sous pression, raison pour laquelle c'est pas bien évidemment, beaucoup de chefs d'État, ouais. Beaucoup de chefs d'État sous pression. Ceux qui sont arrivés à Saint-Pétersbourg ont utilisé des moyens détournés comme pas possible. Il y a des chefs d'État qui ont fait 20 heures de vol. Ils sont allés dans tel pays, après ils changent d'avion, tel pays. Sassou Nguesso, il a dit dans une des vidéos, il est arrivé là-bas à son âge fatigué. Mais le nôtre, il n'a pas pu, effectivement, parce que la RDC, c'est la RDC. Donc, imaginez Félix Tshisekedi à face de Poutine, il dit, comme a dit Mbalo ou les autres, ou les jeunes hommes très courageux, les capitaines Traoré. Eh ben, il aurait dit quelque chose qui aurait marqué l'histoire même. Ah ben écoutez, si Félix Tshisekedi dit comme ça à Poutine, écoutez, nous on est fatigués d'être... on en parlait de génocide tout à l'heure. Oui, eh ben, Poutine venait nous aider à rassurer notre situation à l'Est. Vous allez voir comment ça allait palpiter partout. Non, c'est un stratège. Hein, Tshisekedi, par moment, il avance un peu à visage masqué, mais à la dame, il ne va pas dire grand-chose. Hein. Il va dire, bon, madame, c'est bien, on a écouté, mais nous, on a des prérogatives. Voilà, il va parler en politicien, la dame va repartir. Et puis nous, on continue notre bonhomme des chemins parce que parallèlement, on s'organise quand même. La RDC s'organise un peu militairement.
on achète un peu nos équipements quelque part, on forme un peu nos jeunes gens. Alors, vous nous direz quels sont ces partenaires avec qui nous nous organisons en Bien coulisses. sûr. Avant cela, on va prendre d'abord la minute de l'information. Etienne Tabois, qui était là il y a quelques minutes, va nous livrer certainement la toute dernière minute d'info de la matinale. Merci beaucoup Gaëtan Kobaboranzi. Rebonjour messieurs et dames, place à l'actualité à présent. Présidentiel en RDC, Matata Pogno projette un budget de 90,2 milliards de dollars américains à l'horizon 2028. Renouer avec notre destin de grandeur, tel est l'intitulé du programme du candidat proclamé à la présidentielle Augustin Matata Pogno, dévoilé mercredi devant la presse dans la ville de Kindu au Maniema. 9e jeu de la francophonie, la journée d'hier mercredi a été prolifique pour la RDC. 5 nouvelles médailles ont été raflées, dont une en or, portant le total à 19 depuis le début des compétitions. C'est en danse hip-hop que la RDC a remporté sa 4e médaille d'or. À l'actualité également, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, sera reçue ce jeudi par le président Félix Tshisekedi, annonce l'ambassadeur des USA en RDC qui a rencontré le chef de l'État mercredi. Cette visite vise entre autres le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les USA. Félix Tshisekedi a présidé mercredi la première cérémonie de commémoration officielle du Génocide, une action visant à sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur le nombreux crimes perpétrés en toute impunité depuis près de 30 ans au Congo. Le directeur général de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a reçu hier la notification de sa nomination en tant qu'ambassadeur de l'université Révérend Kim. Il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur qui a été séduit par son management éclairé. En dehors de nos frontières au Niger, le général putschiste rejette les sanctions imposées par le bloc régional ouest-africain. Abdourahmane Tchani affirme qu'il ne se plierait pas aux pressions pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, alors que la CEDEAO s'est réunie jusqu'à demain vendredi pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire dans le pays. Dans le monde, inculpé pour des manœuvres qualifiées criminelles visant à inverser les résultats de l'élection de 2020, l'ancien président américain Donald Trump va comparaître ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington. Donald Trump, qui on signale, est en pleine campagne pour reconquérir la Maison Blanche. Restez avec nous et ne nous quittez pas, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, c'est la suite des sous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Officiellement, Jean-Marie Kassamba, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques américaine Victoria Nuland, s'est rendue en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique du Sud pour finir ici en RDC. Elle devrait normalement discuter des questions de l'appui aux élections, de l'appui au retour de la paix, mais également de l'aide humanitaire. Ça ne veut rien dire. Donc on peut dire que c'est la RDC qu'on a visé dès le départ. Oui, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la panique. Vous savez, le sommet Russie-France, ou plutôt Russie-Afrique qui s'est tenu, on pensait que les chefs d'État africains allaient paniquer, n'allaient pas y aller. Il y a eu 17 chefs d'État, y compris le président en exercice de l'Union africaine. Les Comoriens étaient là-bas. Et Paul Biya. Oui, même le plus vieux président était là-bas. Sassou Nguesso aussi. Donc, ils sont partis. Deuxièmement, on pensait que Poutine allait tomber et donc on allait affaiblir Poutine et Poutine n'allait pas jouer un rôle. Poutine est en train de se renforcer, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus. Ensuite, on ne pensait pas que la RDC allait quand même faire une certaine résilience face au Rwanda, face à l'Ouganda, face à ces multinationales qui entretiennent la guerre volontairement à l'Est. Mais Tshisekedi, un peu malin, il a joué. Les Américains ne donnaient rien, l'Union européenne ne donnait rien. Il a continué
acheté parallèlement un peu d'armes, en jouant un peu sur la peur, etc. Aujourd'hui, il a stoppé la tombée de Goma. Il a un peu contenu Bunagana là-bas et un peu dans les Massissi. C'est lui ou c'est l'EAC? L'EAC n'a joué aucun rôle. Aucun rôle. L'EAC, bien au contraire, était venu pour affaiblir suffisamment la RDC, suffisamment les FARDC d'abord, et surtout contenir la montée ou l'avancée de nos forces, bloquer l'avancée dans ces zones et les mettre sous contrôle plus ou moins direct des Rwandais, notamment des M23, etc. C'était ça l'objectif. Mais on a joué à malin mêlé et demi. Allez, on a utilisé un peu le force de résistance là-bas, j'en dirai pas plus, pour les empêcher de contrôler totalement. Mais on a pris, entre-temps, des précautions en ce moment d'une contre-offensive qui sera quand même assez musclée. On n'en dit pas plus. Voilà. Si vous le permettez, on passe à l'autre sujet avant de prendre l'actualité dans le Sahel. C'est le Génocost. 5 ans après, finalement, le gouvernement et le chef de l'État rend officielle cette journée du 10 août qui a été justement, qui a fait l'objet de beaucoup de demandes de la part Moi, j'étais hier. Oui, justement. Vous avez été l'un des invités de marque à cette rencontre. Oui, j'étais en face du chef de l'État hier. Je voudrais savoir justement, est-ce qu'il y a de la récupération politicienne alors que non, il n'y a pas de récupération. Ou c'est de bonne foi vraiment que le chef de l'État a pris en main les choses? Félix Tshisekedi, pour le coup, oui, il est resté dans la continuité de l'État et congolais, pour ne pas dire honnête avec l'histoire. Les Rwandais nous ont attaqués le 2 août 1998. Ils ont attaqué qui? Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mouzé est arrivé en 1997 pour en finir avec la dictature que son père, Félix Etienne Tshisekedi, combattait. Et quand la dictature de Mobutu est tombée, les Rwandais qui ont accompagné Tshisekedi, plutôt Laurent Désiré Kabila, ont voulu prendre le contrôle de notre pays. Etienne Tshisekedi lui-même avait dit, Kabila c'est notre frère, il faut qu'il donne la facture, enfin que les Rwandais nous donnent leur facture, qu'on paye, et puis qu'ils rentrent chez eux. Et les Rwandais ne voulaient pas de ça. Et quand Mouzé décide de renvoyer ces gens chez eux, ils sont repartis, ils ont fait la guerre les deux. Et beaucoup de massacres ont commencé à cette date-là. Bien évidemment, depuis 1994, lorsqu'il y a eu traversée des Hutus, il y a eu des morts, il y a eu destruction de notre espace, on va dire, de la biodiversité là-bas, le parc a été vandalisé, etc. Mais les tueries massives ont commencé à partir du 2 août 1998. On a coupé Inga ici. Rappelez-vous la chanson Banyangalakata, tout ça, des ruines de Kolossoy. C'est Inga qui a été saboté. Les Rwandais sont venus parachuter ici à Kitona. Et le front ici était à Matadi. Joseph Kabila a fait la guerre ici avec les Angolais à Matadi. Ils étaient en route pour Kinshasa. Et à l'Est, quand le RCD a commencé, ou plutôt a contrôlé l'Est, le Nord et le Sud Kivu, et une partie même, je dirais, du Maniema, les massacres, les femmes violées, la fameuse guerre entre les Rwandais et les Ougandais à Kisangani. Et donc, il était temps que nous ayons aussi notre monument des victimes. Il était temps que le plus de 10 millions de Congolais qui sont morts soient maintenant présentés au grand jour. Moi, je pense que l'Américaine qui est venue là, il faut lui donner la documentation qui est Génocost là. Il faut lui donner la documentation. Parce que quand ils vont à Kigali là-bas, ils vont d'abord visiter le mémorial. Oui, oui, ils signent les trucs, etc. Maintenant, désormais, quand quelqu'un vient chez nous, allez, on va le faire visiter Place des Évolués. Il va déposer aussi gerbe des fleurs là-bas. Ensuite, il faut qu'on construise un mausolée. Là, c'est un message officiel que je lance au gouvernement congolais.
à Félix Tshisekedi en particulier, qui construisent le plus rapidement possible un grand mausolée en mémoire de nos plus de 10 millions. On va faire une espèce de mausolée immense. Et on va mettre les noms des gens. Et on en a des noms des gens. Suffisamment. Qu'on ne puisse pas diluer. Parce que, certes, les Camerounais, ça pourront tuer. À Ouyumbi, ici, on a tué. Mais là, on a tué le plus, et d'une manière volontaire et orientée, c'est à l'est du pays. C'est à Ituri. Et donc, nous avons besoin de ces monuments. Génocoste, ça ne doit pas rester anecdotique. Et il faut le rappeler, c'est le départ de la guerre d'agression contre Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Il aurait fallu inviter les gens qui étaient avec Mouzé, comme les Didier Moumengi, comme les Mova, qui ont porté l'uniforme ici à Kinshasa pour sauver Kinshasa. Les Mova, les Didier Moumengi, ceux qui ont résisté, ceux qui ont fait résister Kinshasa. Quand on parle des génocostes, il faut les inviter. Justement, je voulais vous poser la question. Vous qui étiez sur place, il y a eu beaucoup d'émotions pendant les prises de parole, même le discours du chef de l'État. Est-ce qu'on arrivera un jour à mettre tout le monde d'accord, tout le monde ensemble, opposition au pouvoir lors de telles journées? Il faut qu'on mette tout le monde d'accord. Comment? C'est-à-dire qu'il faut qu'on associe, comme le président lui-même l'a dit hier, la réconciliation nationale, la lutte commune. C'est nous tous qui sommes agressés. C'est nous tous. Il ne faut pas dire les génocides, c'est sous le règne de, admettons, les Kabila. Non, les génocides ont commencé avant. Quand la communauté internationale a obligé Mobutu à ouvrir les frontières en 1994, Kengo Wadonde est encore présent. Les morts ont commencé. Lorsque les Nations Unies, écoutez l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui a dit que les réfugiés qui étaient dans le parc, qui les a bombardés? Les morts là, il y avait aussi des Congolais qui étaient dedans. Il n'y avait pas seulement que des Rwandais. Et donc, tous les dirigeants congolais qui ont lutté contre ces envahisseurs, cette guerre d'agression. Vous savez que Mouzé, quand le 2 août, on l'a attaqué, jusqu'à sa mort, les Occidentaux n'acceptaient pas qu'on était attaqué. À chaque fois, il dit c'est une guerre d'agression. Il dit non, 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 on n'est pas au courant. Avec Hirodia dans les tribunes des Nations Unies. Hirodia les disait tout le temps, c'est une guerre d'agression. Quand Joseph Kabila parlait des EDF ici, comment vous appelez les terroristes d'EDF? Oui, oui, les Ougandais. Les Ougandais, oui. Qu'est-ce que les médias occidentaux disaient? Qu'est-ce que le diplomate disait? Il disait toujours les présumés. Ils n'appelaient même pas terroristes. Non, c'est le gouvernement congolais qui est de mèche avec ces gens-là pour maintenir à Béni une pression, pour se maintenir au pouvoir. Et Kabila leur disait toujours, Joseph, ce sont des terroristes. Là-dedans, il y a même des islamistes. Mais lorsque la MONUSCO a été attaquée, les troupes de la MONUSCO tanzaniens ont été attaqués, il y a eu des morts. Ah, c'est là où la MONUSCO s'est réveillée pour dire « Ah oui, c'est vrai, ce sont les terroristes, il faut les poursuivre, etc. » Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a peiné pour faire expliquer à tous ces gens que nous sommes attaqués par les Rwandais. Mais on ne le croit pas. Il a même donné des preuves, il y a même livre blanc, il a tout donné. On dit non, c'est une affaire entre Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, on met dans la bouche des Angolais, même des Kenyans, non, il faut un dialogue entre vous les Congolais, vous êtes entre vous là-bas, M23, ce sont des Congolais qui sont en contradiction avec le gouvernement de Kinshasa, mettez-vous d'accord. Mais eux, ils savent que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui nous attaque. Et donc, quand on commémore Génocoste là, il faut éviter Mukwege.
Moi, je n'ai pas vu dans la salle Mukwege, où on n'a pas parlé de Mukwege. Il faut associer Mukwege. Parce que Mukwege fait partie de ceux qui ont dénoncé cela, qui ont mis en place une structure. C'est vrai, l'hôpital de Panzi, c'est l'hôpital public. À un moment donné, il a un peu fait de la politique anti-Kabila. Aujourd'hui, il fait la politique anti-Tshisekedi. Mais là où on est d'accord, là où tous les Congolais doivent se retrouver, c'est par rapport à la lutte contre l'extérieur. Quand on commémore des choses comme ça, vous invitez Mukwege, vous invitez Joseph Kabila, vous invitez les Didier Mumengi, vous invitez tous ces gens qui ont lutté pendant tous ces temps, 30 ans, pour faire un front anti tous ces gens qui nous massacrent. Et nos victimes, moi j'étais très touché hier, il y a une dame de chez moi, de Kassai, qui a témoigné en Chouba. Si vous entendez ce qu'elle disait, c'est, excusez-moi du peu, scandaleux. Mais si on scrute très bien Kamwena Sapou, il y avait beaucoup de mémoires derrière Kamwena Sapou. Beaucoup de mémoires. Mais comme il y a eu des victimes, il faut maintenant penser aux victimes. Alors, une dernière question peut-être à ce sujet. Qu'est-ce qui peut être organisé chaque 2 août pour maintenant vulgariser et pérenniser la journée? À mon avis, il me semble que c'est encore un combat trop élitiste. Moi, je pense que il ne faut pas le faire seulement le 2 août. Oui. Il faut mettre dans chaque Congolais qu'il y a une propension à diminuer la population congolaise, à martyriser la population congolaise, à marquer notamment la femme congolaise. Vous savez, le viol, c'est une arme tellement psychologique. Quand on viole une femme devant ses enfants, une femme devant son mari, c'est une humiliation suprême. Et donc, les gens qui utilisent cette arme, ils le font face à la dignité du Congolais. Vous savez, quand les Juifs parlent de la Shoah, ou quand aujourd'hui, vous voyez ce que font les Arméniens, les Russes, okay, quand ils parlent des nazis, c'est dans la pensée collective. Il faut mettre dans chaque Congolais qu'il y a une dynamique d'anéantissement de cette nation. Et les gens qui sont à la base de tout ceci, ils doivent être combattus. Il faut que cette histoire soit au quotidien. Il faut que ce soit cette histoire, il faut qu'elle soit apprise à l'école. Il faut qu'on écrive des livres d'histoire. Il ne faut pas laisser à Charles Onana écrire à la place des Congolais. Moi, je me pose la question toujours, enfin, où sont les intellectuels congolais, les historiens congolais? Ils n'ont pas honte de laisser les génocides congolais être écrits dans le livre par un Camerounais. Ils n'ont pas honte. Moi, je me gênerais. C'est pour ça que Onana, c'est un ami. On se connaît depuis longtemps. Je n'ai pas consacré suffisamment d'émissions à ces livres. Pourquoi? Parce que c'est de notre rôle. Il ne faut pas laisser à Félix Tshisekedi, certes, symboliquement en tant que chef de l'État, il lance. Mais c'est nous-mêmes au quotidien. Il faut expliquer que, Mobutu l'avait dit, si vous ne faites pas attention, cette nation va disparaître. Les gens pensent que c'est une vie d'esprit. Les Indiens ont disparu, monsieur, aux États-Unis. Quand les Américains sont arrivés là-bas, enfin les Européens, parce que les États-Unis, là, c'est quoi? Ce sont les Européens qui sont partis là-bas. Ils ont conquis les territoires, ils ont exterminé les Indiens, ils se sont installés. Et aujourd'hui, c'est devenu les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que les Écossiens arrivés, les machins arrivés, c'est ce conglomérat de tous ces gens qui sont construit les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Et donc, si on ne fait pas attention, ces territoires, on va nous le prendre. Et on va devenir minoritaire. Je vous signale que l'Afrique du Sud, ce n'était pas un pays de blancs. Ce sont les Hollandais, les Britanniques qui sont arrivés là-bas. Les Zoulous, les Xhosa et les autres, c'était des... Allez, on les a brimés. On a installé là-bas ce qu'on appelle l'apartheid. Depuis 1947. N'était la lutte de Mandela depuis presque 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ben,
eh ben, le peuple d'Afrique du Sud n'allait même pas revenir. Et quand bien même on en est fini avec l'apartheid, ceux qui contrôlent l'économie sud-africaine, ce sont des Blancs. Ce sont des Blancs. Ce ne sont pas des Noirs. Les Noirs essaient de lutter un peu pour exister, etc. Mais comme le Blanc il est assez futé, on a créé le Parti national, on a dilué un peu tout ceci, mais en réalité, qui contrôle? Ce sont les Blancs. Et donc, il ne faut pas que les Congolais pensent que la dynamique qui est mise en place pour nous prendre ces pays, elle est aléatoire. Non, elle n'est pas du tout aléatoire. Quand vous voyez les gens venir dans les villages, on tue les chefs coutumiers. On tue d'une manière alors radicale les populations, on les pousse à fuir et on s'installe, on met des animaux, c'est pour ce qu'on appelle le remplacement. Et donc ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, Tshisekedi n'est qu'au président de la République, il a un mandat ou peut-être un deuxième mandat à faire, il partira. Mais pour le reste, parce que les gens pensaient que cette affaire des Rwandais, c'était contre Mobutu. Hein? On disait que voilà, les Américains veulent chasser Mobutu, et Kagame a aidé à chasser Mobutu, etc. C'est Mobutu qui était le diable. Mobutu est parti. Mouzé est arrivé. Les gens ont dit non, ce sont les règlements des comptes entre Mouzé, qui était utilisé par les Rwandais, les autres pour chasser Mobutu. Si, ça m'a non. Mouzé a été même tué. Son fils arrive. Ils ont continué à attaquer son fils, Joseph Kabila. Qu'est-ce que les gens disaient encore? Ah non, ça c'est... Ils disaient même Joseph Kabila avec ses frères rwandais. Comme il est rwandais, assis à Makamana, rwandais, Bandekonae. Kabila a lutté. Il en a même terminé avec l'M23. Il n'a jamais été au Rwanda s'asseoir et manger avec Kagame. Jamais, Joseph Kabila. On ne connaît même pas une seule localité où il y a un seul membre de famille de Kabila. Aujourd'hui, tout le monde les cherche. On n'a pas trouvé. Il est parti. Félix Tshisekedi arrive. Et, Mwanamboka. Donc, lui au moins, il n'a pas d'acquaintance avec les Rwandais. On va être amis avec les Rwandais, ça va fonctionner. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et aujourd'hui, celui qui est en danger, c'est Félix Tshisekedi. Danger de qui? De eux, les Rwandais et les autres. Après Tshisekedi, ce sera la même chose. Donc il faut faire très attention s'il n'y a pas une prise de conscience aujourd'hui du Congolais. Parce que quand on vous dit vous êtes des BMW, les femmes, la bière, la musique, on ne dit pas les gens de PPRD ou les gens de l'IDPS, on dit les Congolais. Donc c'est une lutte permanente. C'est une conscientisation permanente. Et donc Génocoste, ce n'est pas une affaire de Maman Nyakero avec son mari. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est une affaire des Congolais. Et moi, quand j'étais hier dans cette salle, j'avais la chair de poule de voir que, enfin, on va parler de nos victimes. Mais il ne faut pas qu'on puisse, privatiser les victimes. Et j'ai beaucoup aimé le discours de Félix Tshisekedi. Il a dit, notre pays, votre pays, la République va désormais parler au grand jour de ses victimes. Vous avez aussi certainement suivi les discours de Martin Fayulu, qu'il a publié également, et le discours de Denis Mukwege, oui, avec des mots très forts. Mais bien évidemment, il faut associer tout le monde. Imaginez dans cette salle-là, si vous avez eu Mukwege, Kabila, le Mumengi, dans la même salle. Et là, on parle de nos victimes, là. On ne parle pas politique, là. Ça allait avoir une autre connotation. C'est pour ça que j'ai dit les conseillers politiques, les conseillers stratégiques là, du président. Lorsqu'on monte des histoires comme ça, il faut les faire Congo. Ça n'enlèvera rien, les combats politiques, les calculs politiciens. Ça n'enlèvera rien. Enfin, on va mûrir un jour. Ok. On va mûrir un jour. On passe à l'actualité dans l'Afrique de l'Ouest. Les Américains ont dit clairement que rien ne laisse prouver qu'il y a eu une intervention ou ingérence russe dans le putsch qui a eu lieu au Niger. Et maintenant que l'ultimatum
de la CEDEAO touche à sa femme dans quelques jours déjà. Les taux se resserrent davantage. Les Nigérians ont coupé le robinet avec l'électricité. Est-ce que le CNSP là va résister? Monsieur Kouba-Boranzi, écoutez-moi un peu lorsque je vous parle. Nous sommes en train de parler des dessous des cartes. Tchani va résister. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. Lorsque Obama lance les printemps, vous vous rappelez les printemps? Les printemps arabes, Égypte. Libye à la fin aussi. Libye après. D'abord l'Égypte, Tunisie. Oui. Ils allaient même descendre en Algérie. Avec les mouvements citoyens, tout ça, on a appelé les jeunes gens là-bas aux États-Unis, on les a phagocytés. Voilà, désormais, c'est vous qui allez faire l'histoire, vous allez chasser tous ces gens des années 80, des vieilles dictatures, etc. Et moi, je disais à ces jeunes gens, Philippe, Biloucha, etc., on se joue de vous, monsieur. On vous dit comme des chiffons et demain, on va vous jeter. Ah non, nouveau paradigme, on va changer. C'est Obama qui était derrière ça. Un fils qui a du sang kenyan, africain. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas derrière une volonté de démocratiser. Il y avait tout simplement une volonté de contrôler. Maintenant que les Chinois sont arrivés chez nous, avec du cash, ils ont montré que depuis 1960, la politique de néocolonisation, de prédation, ce qu'on appelait l'ajustement structurel avec les Fonds monétaires internationaux, avec l'endettement, les PPTE, tout ça, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est du cash qu'il nous fallait, ce sont des projets concrets qu'il nous fallait, c'est l'échange richesse, infrastructure qu'il nous fallait. L'Occident a perdu un peu pied en Afrique. Parce qu'eux, ils sont partis. Vous savez, depuis les pillages de chez nous, là, de 1990-92, plus de Belges ici, plus de Français ici. À la place, on nous a laissé qui? Des Libanais, des Indiens maintenant, et puis les Chinois. Aujourd'hui, pour faire court, l'Afrique est sous contrôle économique de la Chine et sous contrôle depuis 3 ans maintenant, militaire, des Russes. Ça a commencé à l'époque, je vous le disais, vous ne m'écoutez toujours pas, qu'on allait chasser la France du Mali. On l'a chassé du Mali. On l'a chassé du Burkina Faso. On l'a chassé maintenant du Niger. Ça a été déjà fait en Guinée. Et demain, ça sera la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc, la CEDEAO, qui n'est rien du tout, parce qu'ils n'ont ni armes, ni organisation, ni argent, ils ne feront rien du tout. Les chefs d'état-major sont en Ils réunion. ne feront rien du tout. Rien du tout. Il y aura des déclarations de principe. Le roi de Sokoto, avec l'ancien président nigérien, il devait venir à Niamey hier, il n'est pas venu aujourd'hui. Et donc, d'abord, je vous signale que Wagner est un peu partout maintenant. Alors, quand les pays voisins, où il y a des putschistes également, le Mali et la Guinée montrent leur soutien. C'est l'effet domino. Ça veut dire qu'il y a un éclatement, une nouvelle guerre froide qui s'est... C'est l'effet domino. Qu'est-ce que ça veut dire, effet domino? Ces changements, ce n'est pas des épiphénomènes. C'est parce que dans ce pays, vous prenez des cas comme le Mali. Le Mali, monsieur, il y a beaucoup de pétrole au Mali. Il y a beaucoup d'or au Mali. Mais le Mali, c'est grand. L'objectif, c'était de partitionner le Mali. Le nord avec le sud. Comme ça a été fait au Soudan. Mais quand les Russes disent aux Maliens, mais écoutez, l'objectif là, ce n'est pas de lutter contre Boko Haram, mais tout ça, ou les islamistes, c'est de partitionner votre pays. Je vais vous faire la passe. Ils ont fait la passe, ça a fonctionné. Le Niger, c'est beaucoup d'uranium, beaucoup d'or et le pétrole. Allez à Niamey, moi je connais Niamey. Un pays pauvre. Il fait chaud. Kinshasa ici, c'est New York par rapport à Niamey. Kinshasa, les gens insultent ici. C'est New York par rapport à Niamey. Il n'y a rien. Et les Nigériens découvrent qu'un petit pays comme ça, qui a autant de richesses, c'est lui qui nourrit la France avec l'uranium,
qui fait aujourd'hui l'électricité, la France même exporte l'électricité, etc., etc. Non, en réalité, ce que vous voyez au Sénégal, ça va, avec Sonko et tout ça, là, ce sont des épisodes. Finalement, dans pas longtemps, ça va frapper là-bas. C'est un peu plus résistant, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, parce que c'est le fief de la France. Houphouët-Boigny était ministre en France. Senghor, la même chose. Et donc, il y aura un peu plus de résistance en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais la Mauritanie, vous savez que la Mauritanie aussi a dit, hein, pas d'intervention. L'Algérie a dit aussi, pas d'intervention. Et je ne vois mal la France débarquer à Niamey pour... Non, pas du tout. Non. Voilà, on va prendre la dernière question dans le monde au sujet du conflit russe. Ils vont négocier, on va dire, subtilement, pour garder quand même le contrôle de l'uranium, parce qu'aujourd'hui, vous coupez l'uranium. Les putschistes seront toujours au pouvoir. Il ne faut pas les appeler des putschistes, monsieur. Mais arrêtez ces langages des gentes, des putschistes. J'ai cherché un autre mot, ça venait. Non, ça c'est le langage, c'est l'autre langage. Il ne faut pas les appeler putschistes. Lorsqu'il y a changement des régimes ailleurs, on dit l'armée, nouvelle armée. En Côte d'Ivoire, on appelait ça force nouvelle. N'est-ce pas, avec les Ouattara et tout ça. Non, ce ne sont pas des putschistes. C'est changement des régimes tout simplement. Les coups d'État, c'est dans des constitutions. Ça existe. Hein. D'accord. Voilà, les coups d'État, ça existe. Ça, c'est pas un problème. J'ai dit tout simplement que il va y avoir une petite négociation avec les Nigériens pour le contrôle de l'uranium. On ne va pas tout couper aux Français, parce que si on coupe aux Français, l'économie française plombe. Okay. Mais la grande question qui reste, c'est les francs CFA. La monnaie, ça part du Sénégal jusqu'au Congo-Brazzaville, en passant par les Gabon, etc. Le jour où les pays africains vont couper les cordons ombilicaux avec la France par rapport aux francs CFA, l'économie française coule. Là, drastiquement. Parce que, et l'or, c'est à la Banque de France, et y compris toutes les exportations de ce pays, ça passe par les comptes du Trésor, etc. Ça va être compliqué pour la France. Voilà. Très compliqué. Dernière question, on va au Kremlin, à Moscou. Oui. Moscou est maintenant visé par des bombardements ukrainiens, les centres d'affaires, on voit des images partagées sur les réseaux sociaux. La contre-offensive ukrainienne continue d'avancer. L'issue serait laquelle? Monsieur Goubo-Boranzi, s'il vous plaît, la Russie, c'est une grande puissance à la fois militaire, nucléaire, économique. Les petits drones là que vous voyez qui viennent gratter un peu les immeubles à Moscou, c'est rien du tout. Aujourd'hui, la plupart des armes qui ont été livrées sont détruites. Les ports d'Ukraine, il y en a des ports qui ont été détruits d'ailleurs. Odessa, je pense. Odessa, il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas. Vraiment, en réalité, ce ne sont pas les choses ukrainiennes, ce sont les choses de l'OTAN qui sont décimées. L'économie est quasi par terre. C'est resté là-bas. Il y a beaucoup de corruption là-bas en Ukraine. Le comédien là, qu'on appelle les comédiens là, lui, on lui fait jouer les rôles pour les agences de communication, etc. Mais en réalité, on pensait que Poutine allait s'affaiblir. Bien au contraire, il a rassemblé le BRICS, les grands dirigeants d'Inde, de Chine, d'Iran, voilà, suffisamment. Et il est en train seulement de neutraliser petit à petit des choses là-bas. La fameuse contre-offensive, ça n'a pas du tout fonctionné du tout. Ça n'a pas du tout fonctionné. Vous verrez bientôt, il y aura des négociations. Je vous l'annonce déjà. Il y aura des négociations avec Poutine. Sous l'égide de, peut-être? Bon, on va trouver. Si c'est Erdogan qui pourra le faire, ou bien on va habiller ça avec les Nations Unies pour stopper. Parce que ça crée une dépréciation terrible des économies occidentales. Terrible. Et si ce qui arrive en ce moment avec l'Afrique, si Poutine fait ça, hein, ça c'est une carte terrible où il va prendre le contrôle de l'Afrique, ça va couper les approvisionnements en matières premières de l'Occident et ça va être terrible. Donc pour endiguer tout ceci, il y aura la paix des braves, on va dire comme en 1945, voilà. On va se partager les zones d'influence
La Chine est déjà arrivée, voilà, ça serait comme ça. Mais ne croyez pas à une défaite de la Russie, bien au contraire. Pas du tout. La Russie vient de montrer une fois de plus que si vous vous préparez bien, et je le redis, vous allez continuer à exister. Poutine a fait renaître l'Union soviétique d'avant. Nous, ici, la RDC, on peut le faire. En étant soudés. Les Russes sont soudés. Hein? Vous voyez l'histoire de Wagner, là. On a essayé un peu d'aller draguer les gars de Wagner, là, pour trahir et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Si chez nous, les traîtrises, hein, comme disait le chef d'état-major général Chiwewe, s'arrêtent, personne ne va jouer de nous ici. Donc, n'écoutez pas souvent les commentaires qu'on vous fait. En réalité, le monde est en train de changer. L'Afrique voit un peu plus clair. Les TikTok, l'Internet, aujourd'hui que personne ne contrôle, ouvre beaucoup les yeux aux jeunes, et notamment la jeunesse africaine qui comprend comment fonctionne le monde. Les choses sont en train de changer. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ces dessous de cartes. Merci à vous. Voilà, on reste ensemble, on va prendre notre invité et après se dire au revoir. On va changer de plateau pour cela. Alonso, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille.